même terminal. Dans notre monde numérique, nous confions chaque jour nos données financières à des dizaines de systèmes et d'appareils. Mais que se passe-t-il si quelqu'un a appris à les falsifier de façon magistrale? Que se passe-t-il si votre carte est lue 2 fois, une fois pour un paiement réel et une fois pour un voleur invisible? Je vous présente aujourd'hui la confession d'un homme connu dans certains milieux sous le pseudonyme de QuickShift. Il s'agit d'un ancien informaticien qui, en quelques années, est passé du statut d'ingénieur autodidacte talentueux à celui de créateur de l'une des fraudes les plus sophistiquées en matière de terminaux de paiement. Cette histoire ne disculpe pas les criminels, elle n'en fait pas des héros, mais elle vous aide à comprendre comment fonctionne le système qui vous permet de voler des millions de dollars à des personnes qui ne se doutent de rien. Comprenez-le pour pouvoir vous défendre. Je suis tombé sur cette histoire sur l'un des forums fermés du Darknet, là où les criminels écrivent leurs confessions. Il m'a fallu un certain temps pour vérifier les faits. De nombreux détails ont été vérifiés, d'autres non, mais le tableau d'ensemble, malheureusement, n'est que trop plausible. Mettez-vous à l'aise, assurez-vous que vos cartes bancaires sont en sécurité et préparez-vous à être plongé dans l'univers d'un homme qui a trouvé le moyen de pirater un système que l'on croyait invulnérable. Bonjour, je m'appelle QuickShift et je voudrais raconter mon histoire. L'histoire de la façon dont j'ai volé des millions de dollars grâce à de faux terminaux de paiement et comment ce jeu a failli tout me coûter. J'ai toujours été étonné de la facilité avec laquelle les gens font confiance à leur argent. Une carte en plastique, quelques secondes au terminal et votre argent est déjà dans le système. Vous ne vous souciez même pas de savoir où il va. Et pourquoi le feriez-vous? Le système fonctionne, l'argent est débité, vous avez la marchandise entre les mains. J'ai fait connaissance avec ce système en 2013. J'avais 26 ans et je travaillais comme administrateur système dans le service informatique d'une chaîne de magasins d'alimentation à Miami. Rien d'extraordinaire, sauvegarde, redémarrage des serveurs, déplacements périodiques sur les sites pour résoudre des problèmes typiques. Ces problèmes concernaient souvent les terminaux de paiement. Je n'étais pas exceptionnel. J'étais juste un enfant ordinaire de la classe moyenne qui a grandi dans la banlieue de Miami. Mon père travaillait comme directeur dans une entreprise de construction, ma mère comme institutrice. Nous n'avons jamais eu de maison à nous, nous n'avons fait que louer des appartements. J'ai terminé l'université grâce à des prêts que j'ai remboursés pendant de nombreuses années. Dès l'enfance, j'ai eu un talent pour la technologie. À 12 ans, j'ai construit mon premier ordinateur à partir de vieilles pièces. À 16 ans, j'ai écrit un virus primitif qui a bloqué le réseau de l'école pendant 3 jours. Bien sûr, je me suis fait prendre. À l'époque, je ne savais pas comment couvrir mes traces. À partir de ce moment-là, j'ai décidé d'être du côté des gentils. C'est du moins ce que je pensais. Je suis venu à l'informatique en autodidacte. Pas d'éducation spéciale, seulement des certificats et des heures interminables passées dans des livres et des cours vidéo. Le système éducatif n'a jamais suivi l'évolution de la technologie, de sorte que l'expérience pratique a toujours eu plus de valeur qu'un diplôme. Le 15 mars 2013, j'ai reçu un appel d'un magasin de l'avenue Brickell. Il y a un problème avec le terminal POS. Les clients ne sont pas contents. Les files d'attente s'allongent. Une situation classique. Je suis arrivé une demi-heure plus tard, prêt à faire la procédure habituelle, redémarrer le système et partir. Mais ce jour-là, les choses se sont passées différemment. Au lieu de la panne logicielle habituelle, j'ai trouvé une défaillance physique. J'ai dû démonter complètement le terminal. Ce que j'ai vu à l'intérieur a changé ma vie. Il y avait une petite puce sur la carte mère de l'appareil, une fine carte de la taille d'un ongle. J'ai immédiatement compris que cela ne faisait pas partie de la conception originale. Il s'agissait d'un skimmer, un dispositif permettant de lire les données des cartes bancaires. J'aurais dû le signaler, j'aurais dû le remettre à la sécurité, appeler la police. Cela aurait été la réponse appropriée et légale. Au lieu de cela, j'ai soigneusement retiré le skimmer, je l'ai enveloppé dans un sac antistatique et je l'ai mis dans ma poche. J'ai réparé le terminal en corrigeant un défaut de logiciel, la version officielle du rapport. Pourquoi ai-je fait cela? Je ne peux pas dire qu'il s'agissait d'un plan délibéré. C'était plutôt l'instinct d'un explorateur. J'étais curieux de connaître cette chose, comment elle fonctionnait et peut-être que, quelque part au fond de mon esprit, j'avais déjà réalisé les possibilités qu'il offrait. À la maison, j'ai examiné la trouvaille. Le skimmer était primitif, un simple enregistreur de données qui copiait les informations de la bande magnétique de la carte lors d'une transaction. Mais c'était une révélation pour moi. J'ai passé la semaine suivante sur l'internet à me renseigner sur les systèmes de paiement. Forums, articles, documentation technique. La plupart des sources se trouvaient sur des sites douteux que je n'avais jamais consultés auparavant. C'est là que j'ai vu pour la première fois à quel point ce trou de lapin était profond. À la fin du mois,
j'en savais plus sur les terminaux de paiement que n'importe quel technicien moyen. Je comprenais leur architecture, leur vulnérabilité, leur protocole de transfert de données. Et surtout, je savais comment les frauder. Début mai 2013, j'ai construit mon premier skimmer, un simple appareil capable de lire les données des cartes. Je n'avais pas l'intention de l'utiliser. C'était juste une expérience, me suis-je dit, une preuve de concept. Mais l'appareil a fonctionné et c'était passionnant. Un mois plus tard, j'ai reçu une lettre de la banque, un rappel d'un prêt étudiant en retard de paiement, puis un avis d'augmentation du loyer de mon appartement, puis une facture médicale pour ma mère à qui l'on avait diagnostiqué une maladie précancéreuse. La crise financière m'a frappé comme un tsunami. Le salaire d'un administrateur système dans une chaîne de magasins d'alimentation ne couvrait pas la moitié de mes dépenses. J'ai commencé à faire des heures supplémentaires et à travailler en freelance la nuit. Mais ce n'était pas suffisant. C'est alors que je me suis souvenu du skimmer qui se trouvait dans le tiroir de mon bureau. Ce n'est qu'une expérience, me suis-je dit en installant l'appareil dans le terminal d'un petit kiosque à journaux à la périphérie de la ville le 17 juillet 2013. C'est une solution temporaire, me suis-je convaincu, en utilisant pour la première fois les données volées pour effectuer de petits achats en ligne par l'intermédiaire de proxys anonymes. J'ai été prudent. J'ai choisi de petites transactions que les victimes pourraient ne pas remarquer. J'ai utilisé des systèmes de blanchiment sophistiqués dont j'avais lu l'existence sur des forums. Et surtout, je n'ai jamais pris trop d'argent à une seule personne. C'est ainsi qu'a commencé ma double vie. Le jour, j'étais un administrateur système ordinaire qui résolvait des problèmes techniques. La nuit, un pirate informatique, perfectionnant ses méthodes de vol de données. Et au fil des mois, la frontière entre ces deux mondes est devenue de plus en plus floue. Fin 2013, j'avais remboursé mon prêt universitaire, payé le traitement médical de ma mère et emménagé dans un meilleur appartement. Mes amis et collègues pensaient que j'avais de la chance d'avoir un emploi à temps partiel. Si seulement ils savaient, le 10 janvier 2014, j'ai rencontré un homme qui a fait passer mes affaires à un tout autre niveau. Son surnom était Solaris et il a changé mon approche de la fraude au système de paiement aussi radicalement que Skimmer avait changé ma vie. J'ai rencontré Solaris sur un forum fermé du Darknet. Contrairement à la plupart des gens, il ne se vantait pas de ses réalisations et ne vendait pas de script bon marché aux nouveaux venus. Il écrivait rarement, mais avec pertinence. Des détails techniques, des analyses de vulnérabilité, des prévisions de développement de systèmes de défense. Après quelques semaines de communication prudente, nous nous sommes rencontrés le 10 janvier dans un restaurant. Un endroit suffisamment peuplé pour rester anonyme, mais suffisamment bruyant pour éviter d'être mis sur écoute. Solaris ne ressemble pas du tout à ce que j'avais imaginé en discutant en ligne. Il a parlé de lui avec parcimonie, mais il était évident que j'avais en face de moi quelqu'un qui avait une connaissance approfondie des systèmes de points de vente. Certaines de ses remarques m'ont fait comprendre qu'il était directement impliqué dans le développement de protocoles de sécurité pour les terminaux de paiement. Ce qu'il savait était impossible à trouver dans le domaine public. Vos écrémeuses sont des jouets d'enfants, a-t-il déclaré. Vous écrémez la crème, mais vous perdez le lait. Le véritable enjeu n'est pas de copier les bandes magnétiques, mais d'intercepter et d'usurper les transactions. Il a parlé de son idée, créer des terminaux complètement faux, impossibles à distinguer des vrais. Des appareils qui fonctionneraient normalement, mais qui enverraient une copie de chaque transaction à nos serveurs. Il faut une équipe, explique-t-il. Une seule personne ne peut pas mener à bien une telle opération. 2 semaines plus tard, Solaris m'a présenté Mac, un ancien technicien d'installation bancaire. Il avait perdu son emploi après s'être disputé avec la direction au sujet d'une baisse de salaire. Je connais toute la logistique, comment, où et quand les terminaux sont installés, a-t-il déclaré. Et surtout, je sais comment le faire sans trop de questions. Le dernier à se joindre à l'équipe était Ledger, un génie de la finance, avec une expérience dans les startups de crypto-monnaies. Il avait mis au point un système de blanchiment d'argent par le biais d'une chaîne de transactions en crypto-monnaie, rendant leur origine intraçable. En mars 2014, notre équipe était formée. Nous avons loué un petit entrepôt dans un quartier industriel de Miami que nous avons transformé en laboratoire. Solaris était chargé de la partie technique, moi du logiciel, Mac de l'installation et Ledger des finances. Nous avons créé le premier modèle du faux terminal en mai. Extérieurement, il s'agit d'une copie exacte du Verifone VX520, l'un des modèles les plus courants pour les petites entreprises. À l'intérieur, il s'agissait d'un système complètement différent. Notre terminal fonctionnait comme un terminal normal. Il contactait la banque, effectuait la transaction et émettait un chèque. Mais en même temps, il envoyait une copie de toutes les données à notre serveur en Europe de l'Est. Un logiciel spécial que j'ai écrit analysait ces données et déterminait quelles cartes pouvaient être volées en toute sécurité. Nous avons utilisé des algorithmes complexes. Nous n'avons pas touché aux comptes dont le solde était inférieur à un certain montant. Nous n'avons pas retiré plus de 15% des fonds disponibles et nous avons évité les cartes d'entreprise qui font l'objet d'une surveillance accrue. Au lieu de réaliser des vols importants en une seule fois, nous avons effectué une série de petites transactions à différents endroits.
Le 12 juin 2014, nous avons installé le premier terminal dans une boutique de souvenirs sur Ocean Drive. Le propriétaire n'a même pas réalisé ce qui s'était passé. Max est présenté comme un technicien de la banque, a dit que le terminal avait besoin d'une mise à niveau et a simplement remplacé l'appareil. Les premiers jours, nous étions sur les dents, surveillant constamment le trafic, prêts à arrêter le système instantanément. Mais tout a fonctionné à merveille. Au cours de la première semaine, 40 000 $ de transactions ont transité par ce seul terminal. Notre algorithme a sélectionné les cartes à partir desquelles il était possible de retirer environ 3 000 $ en toute sécurité. En août, nous avions 5 terminaux dans différents quartiers de Miami. Des petits cafés, des boutiques de souvenirs, des magasins de proximité, des endroits très fréquentés par les touristes qui consultent rarement leurs comptes pendant leurs vacances. Nous avons modernisé le système. Désormais, les terminaux ne se contentent non plus de copier les informations des cartes, mais interceptent également les codes PIN des cartes de débit, ce qui permet de retirer de l'argent dans les distributeurs automatiques, y compris à l'étranger. Fin 2014, nous gagnions chacun plus de 30 000 $ par mois. J'ai emménagé dans un penthouse avec vue sur l'océan. J'ai acheté une Audi R8 et j'ai commencé à collectionner les montres. J'ai annoncé à mes parents que j'avais fondé une start-up de cybersécurité à succès. Ils étaient fiers de moi. Si seulement ils savaient, en janvier 2015, nous avons rencontré notre premier problème majeur. L'un de nos terminaux dans un café a attiré l'attention. Un client régulier, employé du service informatique de la banque, a remarqué un comportement étrange sur l'appareil et l'a signalé au service de sécurité. Mac a réussi à récupérer le terminal 1 heure avant l'arrivée des spécialistes de la banque. C'était un coup de semonce. Nous avons compris qu'il fallait être encore plus prudent, encore plus inventif. C'est alors que Solaris a eu une idée qui nous a fait franchir un nouveau palier. Et si au lieu de remplacer les terminaux existants, nous les fabriquions nous-mêmes, a-t-il déclaré. Des appareils entièrement fonctionnels, certifiés et connectés à de vrais systèmes de paiement, mais avec nos modifications à l'intérieur. L'idée de Solaris était si audacieuse qu'elle a d'abord semblé folle. Créer une entreprise qui fournit officiellement des terminaux de points de vente, obtenir toutes les certifications nécessaires, construire un réseau de clients, il ne s'agit plus d'une petite escroquerie, mais d'une entreprise. Une entreprise criminelle, mais une entreprise. J'ai les documents de certification, explique Solaris. Je connais les procédures sur le bout des doigts. Nous pouvons créer des appareils qui passent tous les contrôles. Les responsables de la sécurité recherchent des terminaux piratés, mais personne ne soupçonne l'entreprise qui les fabrique elle-même. Le mois de mars 2015 a été consacré aux préparatifs. Ledger a incorporé SecurePay Solutions par le biais de sociétés écrans dans l'État du Delaware. Nous avons loué un petit bureau dans un centre d'affaires de Miami et embauché 2 employés peu méfiants pour s'occuper du service client. Nous avons suivi toutes les règles, nous avons rempli des dizaines de formulaires, passé des contrôles et nous nous sommes connectés à des systèmes de paiement. Nos terminaux ont passé avec succès tous les tests de sécurité car officiellement ils étaient complètement propres. Les portes dérobées n'ont été activées qu'après la certification finale, par le biais de mises à jour que nous avons effectuées à distance. En juin 2015, SecurePay Solutions a obtenu tous les permis nécessaires et a commencé à opérer. Nous avons proposé des terminaux à des prix inférieurs à ceux du marché et fourni une installation et une maintenance gratuite. Des dizaines de petites entreprises, restaurants, magasins, salons de beauté sont devenus nos clients. La stratégie intelligente consiste à ne pas tout prendre en même temps, répétait Monsieur Ledger lors de nos réunions hebdomadaires. Nous ne sélectionnons que 5% du flux total. Les banques sont conçues pour repérer les anomalies et 5%, ce n'est pas une anomalie, c'est une marge d'erreur. Fin 2015, notre réseau comptait plus de 70 terminaux à Miami et dans la banlieue. Les revenus mensuels dépassaient les 800 000 $ pour 4 personnes. L'argent était blanchi à travers un schéma complexe de transactions en crypto-monnaie et réinvesti dans des entreprises légitimes. J'ai acheté un penthouse sur Key Biscayne et une collection de voitures de collection. Pour tout le monde, j'étais un entrepreneur informatique prospère et le fondateur d'une start-up de technologie financière. J'ai même pris la parole lors de forums d'affaires locaux pour parler de l'avenir des paiements sécurisés. L'ironie de cette situation ne m'a pas échappé. Début 2016, nous avons commencé à nous développer dans d'autres villes de Floride. Nous avons ouvert des bureaux à Orlando et à Tampa. Nous avons embauché des responsables régionaux qui n'avaient aucune idée de la véritable nature de l'entreprise. Pour eux, SecurePay Solutions était une entreprise fintech prometteuse qui rivalisait avec les géants du secteur grâce à des technologies innovantes et des prix flexibles. Notre plan a parfaitement fonctionné. Nous avons strictement respecté les règles de sécurité. Pas de réunions en face à face dans leur intégralité, pas d'enregistrement,
pas de traces. Toutes les communications se faisaient par des canaux cryptés, toutes les transactions par l'intermédiaire de mixeurs, faux documents, sociétés écrans, serveurs anonymes dans des pays qui ne coopèrent pas avec les agences de renseignement américaines. À l'automne 2016, notre empire couvrait la majeure partie de la Floride. Plus de 200 terminaux traitant quotidiennement des millions de dollars de transactions. Nous sommes devenus victimes de notre propre succès. Secure Pay Solutions est devenu visible sur le marché, on parlait de nous dans les publications commerciales locales, nous étions invités à des conférences du secteur. Mais en novembre 2016, tout a changé. Mac a été le premier à remarquer une anomalie. Plusieurs de nos terminaux à Orlando ont commencé à transmettre des données étranges. Quelqu'un interceptait notre trafic, pas des banques ou des forces de l'ordre. Il y aurait eu d'autres traces là-bas. Quelqu'un agissait selon notre propre schéma. Nous avons des concurrents qui émergent, a déclaré Solaris après avoir analysé les journaux. Et ils ne se contentent pas de copier notre technologie. Ils interceptent des données que nous avons déjà interceptées. Il s'agit d'une menace sérieuse. Tout d'abord, des pirates inconnus pourraient accidentellement ou délibérément dévoiler notre système. Deuxièmement, ils réduisaient nos revenus en s'emparant d'une partie des prises. Troisièmement, leur méthode était rudimentaire et risquait d'attirer l'attention des responsables de la sécurité. Nous avons mené notre propre enquête. Certains des techniciens que nous avions engagés pour travailler sur le micrologiciel des terminaux ont vendu les informations sur le marché noir. Notre technologie était désormais accessible à d'autres groupes. Ils ne se sont pas souciés de la mise au point et ont pris beaucoup plus que 5% des transactions. Ils n'avaient pas de stratégie à long terme, ils voulaient de l'argent rapide. Ils sont comme des éléphants dans un magasin de porcelaine, a déclaré M. Ledger lors d'une réunion d'urgence en décembre. Si cela continue, dans un mois ou deux, les banques remarqueront un pic de fraude et lanceront un audit global de tous les terminaux. Nous serons alors attaqués à notre tour. 3 options s'offraient à nous: arrêter l'activité, changer de technologie ou neutraliser la concurrence. Nous n'étions pas prêts à abandonner une activité qui nous rapportait des millions. Modifier complètement le système prenait trop de temps et coûtait trop cher. Il y avait une troisième voie. Nous devons les trouver et conclure un accord, ai-je suggéré, et à prendre l'initiative. La véritable cyberguerre a commencé. Nous avons intégré des pièges spéciaux dans nos terminaux, un code qui surveillait toutes les connexions non autorisées. Cela nous a permis d'établir les adresses IP et les emplacements approximatifs de nos concurrents. En janvier 2017, nous avions suffisamment d'informations. Ces types d'hôtels basés à Tampa et ceux composé de 3 personnes, un ancien programmeur de banque et 2 hackers indépendants. Ils opéraient depuis un appartement loué en banlieue et utilisaient une version modifiée de notre technologie. Nous devions maintenant décider de la marche à suivre, et cette décision allait modifier l'ensemble de nos activités. Le mois de février 2017 a commencé par une série de réunions d'urgence. Les concurrents devenaient de plus en plus effrontés. Leurs algorithmes prenaient non pas 5% comme les nôtres, mais tous les 20 à 30% sur les cartes adaptées. Il ne s'agissait pas seulement d'un vol de notre technologie, c'était une voie directe vers l'effondrement de tout le système. Ils en arriveront au point où les banques se regrouperont pour mener une enquête massive, a averti M. Ledger. Notre sécurité ne repose que sur la furtivité statistique. Après de longues discussions, nous avons opté pour une stratégie consistant non pas à éliminer les concurrents, mais à détourner l'attention sur eux. C'était risqué, mais nous n'avions pas d'autre choix. Nous avons créé un canal de communication anonyme avec le service de sécurité de la plus grande banque de Floride. Par une série de fuites accidentelles, nous avons fourni des informations sur des terminaux suspects à Tampa. Bien entendu, nous n'avons pas mentionné notre propre implication, nous identifiant comme des professionnels de la sécurité informatique inquiets. Le plan a fonctionné encore mieux que prévu. En mars 2017, la police de Tampa a mené une opération pour arrêter un groupe de fraudeurs qui avait modifié des terminaux de paiement. La nouvelle est devenue virale dans les médias locaux, cependant, une mauvaise surprise nous attendait. Dans la soirée du même jour, Mac a reçu un message crypté. « Nous savons qui vous êtes. Nous savons comment vous opérez. Nous avons des preuves. Rendez-vous demain à 15h. Bayside Pier. » Certains détenus ont décidé de négocier avec la police en abandonnant le plus gros poisson. Nous étions à la croisée des chemins. Fuir, faire profil bas ou aller à la rencontre des autres. Après une nuit blanche, nous avons décidé que Solaris et Mac iraient en reconnaissance en restant à bonne distance du point de rendez-vous. Ce qu'ils ont vu nous a tous choqués. Il n'y avait pas de policiers sur la jetée. Au lieu de cela, il y avait 2 hommes en costume de luxe avec des gardes du corps. Il ne s'agissait manifestement pas de représentants de la loi. Ce sont des hommes d'un groupe russe, a déclaré Mac à son retour. Je les ai déjà vus. Ils contrôlent les transports de fonds dans 3 États. La situation prend une tournure inattendue. Les Russes avaient apparemment appris notre projet par les pirates détenus et voulaient maintenant soit obtenir leur part du gâteau, soit prendre le contrôle de l'entreprise. Nous avons décidé de ne pas prendre contact. Au lieu de cela, nous avons mis en place un protocole d'arrêt d'urgence. En 48 heures, nous avons éliminé toutes les preuves directes, transféré les actifs dans des portefeuilles cryptographiques anonymes et détruit les serveurs.
La société Secure Pay Solutions est officiellement restée en activité, mais toutes les fonctions spéciales des terminaux ont été désactivées au moyen d'une mise à jour à distance. Pour le monde extérieur, la société est simplement devenue un fournisseur ordinaire de systèmes POS. Nous avons fait profil bas, nous avons changé de lieu, minimisé les contacts. J'ai déménagé dans une petite ville de Géorgie où j'ai loué une maison sous un nom d'emprunt. Les mois d'avril et de mai se sont déroulés dans l'expectative. Nous semblions avoir réussi à brouiller les pistes. Mais le 7 juin 2017, le monde a complètement basculé. Nous avons reçu des informations de nos contacts de sécurité dans les principaux réseaux bancaires concernant une série d'arrestations discrètes à Tampa et à Miami. Plusieurs techniciens et programmeurs d'un groupe rival ont été arrêtés, mais l'affaire a été délibérément passée sous silence dans la presse afin de ne pas effrayer les autres participants au stratagème. Ce sont les Russes, a confirmé Ledger après avoir vérifié l'information auprès de ses sources. Ils ont mis en place leur propre version de notre système, mais ont agi de manière trop agressive et ont attiré l'attention de la sécurité interne des banques. Nous avons attendu encore 3 mois. Rien n'indiquait que l'enquête était parvenue jusqu'à nous, mais il était impossible de revenir à l'ancien système. Le secteur des systèmes de paiement était désormais sous la loupe. En octobre 2017, nous nous sommes réunis pour la dernière fois, dans une villa privée au Mexique. La décision a été unanime, dissoudre officiellement le groupe et diviser les actifs restants. C'était amusant, les gars, a déclaré Solaris en levant un verre de tequila. Nous avons réalisé l'impossible et surtout, nous sommes partis à temps. Notre fortune était alors estimée à environ 36 millions de dollars, 12 chacun. L'argent était caché en toute sécurité dans des crypto-monnaies et des comptes offshore. Je suis retourné aux États-Unis un mois plus tard. Je me suis installé à Seattle, aussi loin que possible de la Floride. J'ai racheté une petite société d'informatique spécialisée dans le développement de solutions de sécurité pour les petites entreprises. Ironie du sort, je protégeais désormais les gens contre ceux qui me ressemblaient auparavant. Pour autant que je sache, Solaris est parti en Europe. Mac a acheté un ranch au Texas. Ledger, qui a toujours été le plus prudent d'entre nous, a disparu. Même nous ne savons pas où il se trouve. Cela fait presque 8 ans. Mon entreprise est florissante, j'ai une position respectée dans la communauté. Personne ne connaît mon passé. Mais chaque fois que je paie avec ma carte dans un magasin, je regarde involontairement le terminal. Une habitude dont il est impossible de se défaire. Parfois, je me dis, combien d'autres groupes comme le nôtre fonctionnent actuellement? Combien de personnes sont victimes de fraude chaque jour sans même s'en rendre compte? La technologie évolue, mais le principe reste le même. Là où il y a un système, il y aura toujours quelqu'un qui essaiera de le tromper. Et souvent, ces personnes ne sont pas des pirates mythiques des films, mais de simples informaticiens qui ont un jour décidé de franchir la ligne. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait. Je ne cherche pas d'excuses. Je vous raconte simplement ce qui s'est passé. Peut-être que mon expérience aidera quelqu'un à faire le bon choix, ou au moins à vérifier 2 fois le terminal avant d'y insérer une carte. On dit que le crime parfait est celui que personne ne découvre jamais. Nous en avons peut-être été proches, mais le prix d'un tel succès est la peur constante d'être démasqué et la nécessité de toujours regarder par-dessus son épaule. Ce n'est pas une vie que je souhaiterais à qui que ce soit. Je m'appelle QuickShift et voici mon histoire.